Voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, on est dans la série des PVDM. Alors, les PVDM, c'est un acronyme pour premier vendredi du mois. C'est Lionel Audouy qui avait lancé ça à l'époque, il y a déjà 3 ans maintenant, hein, essentiellement pour les, disons, des conférences qui touchaient plutôt la CTD, mais ça s'est largement ouvert. Et là, on a décidé d'utiliser plus largement, donc au niveau du CODEP, pour toutes les occupations fédérales, quoi. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Vincent Marant, hein, Vincent est, alors on a discuté, un plongeur biologiste. Je sais pas si c'est le qualificatif qui te plaît le plus. En tout cas, tu es plongeur biologiste, tu es photographe aussi. Et c'est super parce que, enfin, je pense qu'on verra un certain nombre de photos euh, superbes. Tu es aussi, alors au niveau national, tu as des occupations nationales, tu es membre du comité national déjà, hein. Oui, Tu es instructeur national de biologie subaquatique. oui, Et puis, tu es chargé d'une mission particulière, alors sur le développement durable d'une part, je crois, hein, et oui. aussi sur la partie Doris, c'est Alors, c'est la ça? partie science participative. Voilà, science Ouais, participative. Très bien, on va le dire comme ça. ouais, ouais, ça me va bien. Bon, bon, alors je pense qu'il y a plein de gens qui te connaissent, mais voilà, petite introduction. Bah, écoute, je vais te donner la parole, et avant que tu commences, je reprécise, hein, on va laisser Vincent parler, nous raconter sa belle histoire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On les reprendra après. Vous les gardez pour vous, puis à la fin, on interviendra en direct. Voilà. Donc la règle, coupez le micro, hein, et puis après on reprendra les micros pour la séance de questions. Vincent, C'est à moi. oui, C'est allez. parti. Bonsoir à tous. Et puis, merci d'être présent pour ce vendredi soir. Donc, je suis en concurrence avec un match de rugby et avec une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Eh bien, nous, on va se plonger dans le bleu, puisque le bleu, c'est quand même un mot qui a une signification bien particulière. Et je ne sais pas où j'ai trouvé l'inspiration, peut-être que certains connaissent ça dans la littérature, pour le titre de cette présentation, 50 nuances de bleu. Et le sous-titre, vous l'avez ici en dessous, hein, entre bleu et blues, comment se positionne le plongeur bio. Alors, le plongeur bio, c'est vraiment un terme que nous, qu'on avait adopté il y a bien bien longtemps déjà dans la commission bio, sans savoir qu'un jour, le mot bio allait prendre une signification dans le grand public plus large, différente. Ce qui est bio, c'est ce qui est recyclable, c'est ce qui est compostable. Enfin, je crois que je dois être à peu près compostable. Mais ce qui est... voilà, enfin bref, vous connaissez l'ouverture beaucoup plus importante maintenant qu'il y a pour ce mot. Moi, j'aime beaucoup ce mot, le mot naturaliste, qui fait un petit peu 19e siècle. Et puis depuis cette semaine, je me suis amusé à inventer ce petit mot scientifique, avec cyan bien sûr, qui est le bleu en grec aussi. Alors c'est parti. Ah, hop, hop, il faut que je reclique sur cet écran. Voilà, c'est bon. Donc dans le bleu, on a vraiment un monde vivant, hein. C'est l'origine de la vie d'ailleurs, mais c'est pas le sujet pour ce soir. Sauf que il y avait déjà un bon nombre d'êtres vivants dans ce milieu, et j'ai rêvé déjà voilà, mais c'est un rêve, hein, ça ne se concrétisera pas. J'ai rêvé de plonger imaginaire dans les mers d'autrefois, mais les mers d'autrefois auraient pu nous amener à rencontrer ce genre de gros poisson bien particulier, le Dunkleosteus. Bon, le petit souci, c'est qu'il faisait 8 mètres de long et bon, il ne devait pas manger beaucoup de salade. Ah oui, alors petit truc, je suis assez à cheval là-dessus. Toutes les illustrations dont je ne suis pas l'auteur, j'estime qu'il faut qu'il y ait le copyright. Voilà, je vous dis d'où ça vient, je vous dis qui est l'auteur de l'illustration, ou alors sur quel site internet je l'ai trouvé, parce que parfois c'est un peu flou. Mais petit point important pour moi et que tout le monde devrait respecter dans les présentations. Le requin-aigle aussi. Alors le requin-aigle, on lui trouve sans doute, hein, quand vous le regardez, vous devez lui trouver un petit air de famille avec une raie manta. Alors ça, c'était il y a 93 millions d'années. Le Dinkleosteus, c'était bien plus ancien, 360 millions d'années. C'était du... Ouf, oh là là, c'était l'ère primaire, ça. Alors, requin-aigle. Et pourquoi c'est pas une raie? Pourquoi c'est pas une raie manta? Pourquoi c'est pas lui qui a évolué pour donner les raies manta? Eh bien, regardez la position des branchies.
quand les branchies sont en position dorsale, ce qui est le cas ici, c'est que c'est vraiment un requin. Pour avoir une raie, les fentes branchiales doivent être en position ventrale. Bien. Et après l'homme, ce sera quoi l'océan de demain? Eh bien, il y a un scientifique et puis un illustrateur qui se sont associés pour faire le livre dont vous voyez apparaître ici la couverture et qui est dans ma bibliothèque. Alors, ces deux auteurs imaginent un monde dans le futur où l'homme n'existerait plus. On se demande bien ce qu'il aurait bien pu faire pour disparaître, mais enfin, je crois qu'en ce moment, il y a des gens qui sont prêts à appuyer sur des boutons assez catastrophiques. Et donc, on imagine un monde dans 20 millions d'années et dans 20 millions d'années, on poursuit l'évolution telle qu'elle a existé, parce que l'évolution, elle ne s'est pas arrêtée aujourd'hui. L'évolution, elle a commencé il y a bien longtemps, il y a 3,8 milliards d'années, et elle va encore continuer après nous si nous, on disparaît. Et ben voilà, des poissons-chats à lanterne. Pourquoi pas? Ou voilà, par exemple, aussi des seiches géantes. Après tout, les seiches pourraient continuer à évoluer. Donc, on est toujours dans du plein plus 20 millions d'années donc évoluer en taille. Voilà, bon, on va arrêter ces élucubrations et on va revenir à l'époque actuelle. Quelles peuvent être les pensées d'un plongeur naturaliste aujourd'hui? Alors, nous aimons le bleu. Le bleu est une couleur qui, en Occident, était une couleur qui n'était pas très bien vue autrefois. C'était une couleur froide, mais petit à petit, c'est une couleur qui est devenue positive. Et puis, quand on interroge les gens en France, c'est la couleur numéro un dans les couleurs préférées. Et puis, ben, nous, on aime bien plonger dans le bleu. On aime bien quand il y a de la visibilité, mais quand même, on veut qu'il y ait quand même d'autres couleurs que le bleu. Et mes amis photographes, surtout celui qui m'a enseigné la photo, disait, dans une photo, s'il y a du rouge, c'est gagné. Voilà. Toujours les couleurs chaudes. On parle de couleurs chaudes. Et puis le chaud, c'est quelque chose de positif chez nous. Donc voilà, vous verrez, je vous rassure, il n'y aura pas que du bleu ce soir mais ce sera notre fil conducteur. Voilà. Et les pensées du plongeur naturaliste d'aujourd'hui, ben, ça peut aller dans le bleu, mais ça peut aussi aller au blues. Alors, je me gênerai pas, vous allez vous en rendre compte, pour jouer avec les mots, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc aujourd'hui, on va passer du bleu au blues. Et le blues, vous savez que c'est un sentiment proche de la mélancolie, un sentiment pas très joyeux. Donc on risque de passer par là. Enfin, on va y arriver d'ailleurs. Alors, pour naviguer du bleu, on commence par le bleu et on va arriver au blues ensuite, eh bien, j'ai trouvé un nuancier de couleurs, j'ai trouvé ça en ligne. Et ben, comme vous pouvez le constater, il y a 60 bleus sur ce nuancier, mais en réalité, il pourrait y en avoir bien davantage. Alors, question que je pourrais vous poser, combien existe-t-il de bleus? 80, 100, davantage? C'est une mauvaise question peut-être parce que c'est une perception individuelle. Si on s'intéresse à notre manière, à nous, de percevoir les couleurs, eh bien c'est très variable d'une personne à l'autre. Pour la petite histoire, en visitant la capitale de la tapisserie, j'ai oublié Aubusson. À Aubusson, j'ai appris que les personnes qui avaient la meilleure perception des variations de couleurs, eh bien, ce sont les tapissiers qui quand on met deux fils de couleurs différentes, mais très très proches l'un à côté de l'autre, sont capables de dire que les deux couleurs sont différentes, alors qu'un Français moyen dira, bah non, c'est le même bleu. Voilà. Donc c'est une perception individuelle, mais ça peut aussi être une perception culturelle. Et pour la petite histoire, jusqu'au Moyen Âge, le mot bleu n'existait pas. On considérait que le bleu, c'était une nuance de blanc. Par contre, il existait le mot azur. Voilà. Et d'ailleurs, si bleu et blanc, ça se ressemble au point de vue phonétique, c'est parce que le bleu était considéré, comme je vous l'ai dit, une nuance du blanc. Voilà. Et dans nos lettres anciennes, latin, grec, il n'y avait pas de mot pour dire bleu. Voilà. Bon, j'ai pas fait suffisamment d'études de littérature, mais c'est Libération qui le dit. Voilà. Et on va bientôt quitter le domaine historique, mais si vous vous intéressez aux histoires de couleurs, et Michel Pastoureau a écrit une série de livres, hein, le bleu, le rouge, le noir, de la même manière que Michel Pastoureau a aussi écrit des livres sur notre manière de considérer certains animaux emblématiques, la baleine, l'ours. C'est vraiment un auteur très agréable à lire. Bien. Alors, notre nuancier de bleu sera, pour cette présentation, notre fil rouge.
Mais, pour ceux qui me connaissent, ben, vous savez que je ne vais pas me gêner pour passer du coq à l'âne. Voilà, on va un peu comme au cours de nos plongées où on prévoit pas toujours ce qu'on va voir. Eh bien, il y aura un parcours un petit peu particulier. Voilà. Donc, sur la partie gauche de mes diapositives, vous allez voir apparaître un certain nombre de bleus, dont la grande majorité appartiennent aux nuanciers que je vous ai présentés il y a quelques instants. Alors, je commence par quelque chose de très positif, le bleu azur. Quand on pense à Azur, on pense à l'une des côtes françaises. Et pour beaucoup de plongeurs, c'est la mer du commencement. La mer du commencement, surtout pour nous, Mare Nostrum, la Grande Bleue, bah, c'est la mer de notre civilisation gréco-latine. Ici, on a la représentation d'une fresque grecque où on retrouve les dauphins qui, pour les Grecs comme pour nous, avaient une valeur très positive. Et bien sûr, la plongée sous-marine en scaphandre autonome, eh bien, c'est sur la côte d'Azur qu'elle a commencé. Et on trouve d'ailleurs un très beau musée à Sanary concernant l'histoire de la plongée. Voilà. Et pour beaucoup de plongeurs, eh bien, cette grande bleue, eh bien, c'est là qu'on a pour la première fois chaussé nos palmes. Là, j'avais 16 ans. Et ben voilà, c'est dans la Grande Bleue que j'ai commencé ma vie de plongeur, et je suppose que c'est le cas pour la grande majorité d'entre vous. Et cette belle bleue, cette grande bleue, eh bien, elle nous réserve de jolies surprises. Voici une belle photo dont je ne suis pas l'auteur. Voilà, ici, de temps en temps, ben, Doris c'est fait pour ça, hein. Je prends les photos de Doris. Alors sur Doris, le copyright est incrusté. On a voulu que ce soit comme ça pour qu'on puisse s'en servir de manière pédagogique pour faire les présentations comme je le fais ce soir. On n'a pas le souci de devoir rajouter le copyright, il y est déjà. Donc une très très bonne, très très belle photo de Guillaume Corby que je ne connais pas. C'est un juvénile de poisson volant photographié à marée basse, voilà. Enfin marée basse, dans peu d'eau je dirais plutôt. D'autres bleus, parce qu'il n'y a pas que la Méditerranée. En France, on a vraiment la chance d'avoir deux façades maritimes très très différentes. Et si on va du côté de l'océan, ça peut, pour les Bretons, pour les gens qui sont du côté atlantique, bah, ce sera nous, on a la mer du commencement en Méditerranée, eux ont l'océan du commencement. Alors, je ne connaissais pas ce bleu Tiffany, ça fait très anglo-saxon, et on fait de magnifiques plongées en Bretagne aussi, dans les forêts de la Minère, à la découverte de toute une variété d'espèces qui est vraiment superbe. Voilà. Et bien sûr, il y a les mers annexes de l'océan, hein, ce vaste océan Atlantique. Le bleu opale. Alors, vous allez voir rapidement, puis pour ceux qui connaissent mes présentations, vous savez que c'est toujours de la même manière. À gauche, le nom français, au milieu, le nom scientifique, et à droite, le lieu de prise de vue. C'est comme ça que je fais le plus souvent. Alors, je vous laisse quelques instants pour deviner à quel endroit j'ai pu prendre cette photo d'un hippocampe assez spectaculaire, très clair. Eh bien, c'est justement sur la côte d'Opale, c'est à Boulogne-sur-Mer. C'est, a priori, jusqu'à ce jour, l'hippocampe le plus septentrional photographié en mer sur les côtes de France. Et je l'avais diffusé dans ma région d'origine, hein, puisqu'au départ, je suis un gars des Hauts-de-France. Ça s'appelait le Nord-Pas-de-Calais à l'époque, et je l'avais partagé avec des structures scientifiques, et il est devenu partie prenante du logo du Parc naturel marin des Estuaires Picards et de la mer d'Opale. Donc c'est un joli petit clin d'œil en retour. Alors bien sûr, pour nous qui sommes plongeurs, il y a tout ce qui est le monde de l'outre-mer, avec d'autres horizons français pour commencer. Les Saintes, ce très bel archipel des Caraïbes, la Martinique, la Guadeloupe. Les Saintes, c'est juste à côté de la Guadeloupe. J'aurais pu mettre d'ailleurs les Saintes, je devrais changer l'ordre de mes diapos, avec des espèces tout à fait originales, intéressantes, spectaculaires parfois. J'ignorais, mais c'est dans mon nuancier de bleu, j'ignorais qu'il y avait un bleu qu'on appelait le bleu égyptien. Alors, pour une grande majorité d'entre nous aussi, je pense que l'Égypte, la mer Rouge, a été sans doute la première destination tropicale. Et en tout cas, c'était le cas pour moi. Et on n'a pas été déçus parce qu'il y a vraiment des paysages et des paysages sous-marins, puis des espèces tout à fait remarquables. Et une vie corallienne foisonnante.
voilà, des grottes sous-marines, voilà, d'autres formes, d'autres couleurs, des poissons, une infinité de poissons ou presque, voilà. Et puis, le premier requin, je pense que tout le monde se souvient de son premier requin. Et ben, en ce qui me concerne, c'était en mer Rouge, en Égypte, un Longimanus. Voilà. Il existe aussi un bleu givré. Et il faut pas être givré pour aller dans les mers froides. Faut juste, alors froides, bien sûr qu'elles sont froides, mais quand on va au ski, ben c'est froid aussi. Quand on fait des balades en raquette, l'atmosphère autour de nous, elle est pas bien chaude. Mais on y va pour le plaisir. Eh ben les mers froides, une fois qu'on est bien habillé, on y va pour le plaisir et c'est vraiment pour quelqu'un de curieux en ce qui concerne le monde naturaliste, eh bien ça vaut vraiment le coup. Et ici, ben, c'était dans le Saint-Laurent. J'ai eu le plaisir d'aller plonger avec le correspondant Doris du Québec. Oui, alors on a des couleurs chaudes aussi. Là, c'était aux îles Lofoten. Et aux îles Lofoten, il y a des paysages et des espèces vraiment tout à fait intéressantes. Et entre autres, je crois que c'est une de mes photos préférées des îles Lofoten. Je ne l'ai vu qu'une fois, ce poisson. J'étais avec un objectif macro, donc je l'ai mis en diagonale pour que ça rentre dans l'objectif d'une manière assez propre. C'est ce qu'on appelle la julienne ou la lingue. Voilà. Et puis c'est ce très très étrange chaboisseau quadricorne. Il a quatre petites cornes semblables à celles d'une girafe. Il a ça sur la tête. Et pour la petite histoire, il n'était même pas en photo dans le bouquin de Patrick Louisy à l'époque. Voilà. Bien. Alors, propos de bouquins, bah, quand on est plongeur naturaliste, eh ben, on achète des livres les uns après les autres, et puis on se fait une belle bibliothèque, un peu à la fois. Mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a plein de bouquins. On a une belle ardoise, voilà, c'est pour faire quelque chose qui est un petit peu tiré par les cheveux. On a une belle ardoise chez le libraire. Et puis malgré tout, bah, quand on trouve certaines espèces, quand on photographie, quand on observe certaines espèces, on les trouve pas dans les bouquins. Et c'est une des raisons qui m'ont incité, ben, cette année, ben, ça fera 20 ans, hein, voilà. Ça fera 20 ans, un petit peu plus de 20 ans, parce que il y a 22 ans, je l'avais proposé au Collège des instructeurs et la mise en ligne, c'était en 2006. Donc, ce sera cette année les 20 ans de la mise en ligne du site Doris. Voilà. Et maintenant, il y a un bleu Doris, hein. Les graphistes nous ont mis ce que vous voyez en haut à gauche, le Doris dans un bleu particulier. Donc, moi, j'estime qu'on a un beau bleu Doris. Et vous avez ici, alors pour ceux qui l'ont pas connu, la page d'accueil de Doris à cette époque-là. Il y avait une centaine d'espèces, voilà, après 2 ans de gestation, c'est ce que je vous disais, 2 ans, entre 2004, le moment où je l'ai présenté, et 2006, le moment où c'était en ligne, avec un très très gros travail collectif, hein. Vraiment, il y a des gens qui se sont impliqués d'une manière prodigieuse, et encore aujourd'hui c'est le cas. Voilà. Il n'y avait que 3 zones géographiques. Et puis les eaux métropolitaines tout en bas, les eaux douces, voilà. Et 107 espèces, on voulait qu'au moment de la mise en ligne, il y ait au moins 100 espèces, voilà. Et 584 photos. Bien. C'est vraiment, voilà, c'est ce que j'indiquais en bas à gauche, hein, une belle réalisation des bénévoles de la commission bio de la FFESSM. Et puis quelques pépites de Doris. Ça a été un grand plaisir de voir arriver des photos spectaculaires, notamment sur le forum. Avec le forum, on pensait qu'on allait rendre service aux gens. Et puis oui, on a rendu service, et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais il y a surtout que sur le forum arrivent des photos qui nous intriguent, nous ébahissent. On a vu arriver des photos d'espèces qui n'avaient jamais été vues par les scientifiques, hein. Donc des petites choses vraiment très très étonnantes. Voilà, cette photo spectaculaire, c'est la ponte d'une seiche sur le cou d'un hippocampe. Et celle-ci, prise par Stéphane Elliott, très bon plongeur naturaliste et photographe, parce que moi j'ai essayé de faire la même, j'ai jamais réussi. Alors maintenant ça devient plus compliqué avec ce qui est arrivé au Grand Nacre, mais on a ici les 2 crevettes commensales bien photographiées, bien éclairées dans la Grande Nacre. Ah, ça c'est un animal qui pour moi a été très très emblématique. La première fois que j'étais en Martinique en plongée de nuit, j'ai vu apparaître cet animal, il fait 1 mètre de long. Le diamètre du corps, c'est 6 ou 7 centimètres. Vous cherchez les yeux, vous les voyez pas. Vous avez ces espèces de tentacules, ça circule rapidement. Ah, moi, j'ai eu un geste de recul quand je l'ai vu, parce que c'était un peu étrange, quoi. Et j'en ai parlé autour de moi, pas d'informations, c'était pas dans les bouquins, j'ai rien trouvé. Et je suis resté avec mon souvenir, j'avais même pas fait de photos, c'était très très rapide.
Et ben, c'est grâce à, voilà, ouais, jusqu'à 3 mètres de long. 3 mètres de long, très longtemps mystérieux, nocturne, véloce, vraiment très rapide. Et, pardon. Et maintenant, ben, il y a cet animal a sa fiche sur Doris et on peut, je dirais, quasiment tout savoir de sa biologie. Voilà encore une photo incroyable qui est arrivée sur le forum. Je ne pensais pas qu'on pouvait trouver des anatifs fixés sur une méduse. Voilà. Bien. Et Doris aujourd'hui, ben, vous le connaissez, j'espère, hein, c'est cette page d'accueil. Nous en sommes à la version 5 et cette année, on va commencer à travailler pour la version 6. Et c'est pas un petit boulot. On met en avant maintenant le forum Photo Mystère avec tout ce qu'il peut apporter, les dernières fiches publiées. Voilà, 5 zones géographiques maintenant avec les eaux douces, les habitats. J'ai mis à jour cette diapositive cet après-midi, plus de 5 500 espèces, plus de 32 000 photos, à savoir que toute photo a à chaque fois des informations sur le photographe, le lieu, la profondeur, la date. Voilà, donc, et c'est ça qui a beaucoup intéressé les scientifiques. Le forum est toujours extrêmement actif, 130 000 sujets à ce jour. Ça, je ne l'ai pas mis à jour sur la diapo. Une mine d'or, vraiment. Un glossaire avec 1300 termes, aussi une mine d'or, illustré. Pour certains mots, vous avez un petit schéma, et c'est Alain-Pierre Sittler, entre autres, enfin surtout lui, très bon graphiste, qui permet d'expliquer par un schéma ce qui serait plus compliqué à faire parfois d'une manière littérale. Voilà, des références bibliographiques, plus de 1500 ouvrages, avec la couverture, les auteurs, l'éditeur, et puis 4 950 inscrits, un petit peu plus à ce jour. C'est pas obligatoire, mais il y a des avantages, et plus de 1200 photographes contributeurs. Voilà. Et pour ceux qui connaissent pas les fiches d'Ouris, bah, très rapidement, mais je vous rassure, je passe à autre chose, mais donc des fiches espèces complètes, il y avait une double exigence, qu'elles soient lisibles par le grand public et scientifiquement irréprochables, avec les rubriques que vous connaissez peut-être déjà, le nom, les clés d'identification, euh, un maximum de photos, ensuite, la distribution géographique, le biotope, une description précise au maximum. Quelles sont les espèces qui ressemblent, ce que ça mange. Ensuite, voilà, ici par exemple des photos sur, enfin, des photos et schémas sur les différentes robes du mérou en reproduction. Reproduction, multiplication, la vie associée quand il y a du parasitisme, quand il y a de la symbiose, différentes petites particularités de biologie. Et puis des informations complémentaires, c'est très important pour le mérou. Voilà. Est-ce que c'est une espèce protégée? Si oui, comment? Et puis un petit côté culture générale, l'origine du nom français et l'origine du nom scientifique. Et la classification. Voilà. Bien. Euh, voilà cette photo avec son titre, sa légende, le photographe. Voilà. Bien, grand intérêt et particularité, un grand intérêt pour la biologie des espèces. C'est pas seulement mettre un nom, ce que nous on veut faire, mais c'est vraiment mettre le doigt sur tout ce qu'il peut y avoir de comportemental. Voilà. Et puis un forum qui propose tous les mois un jeu avec une photo mystère. Alors ça, c'était dans quasiment la première édition. Peut-être que certains l'ont pas vu passer. Que se passe-t-il là autour de cette blennie? Petit mystère. Eh bien, c'est une blennie-pilicorne. Et puis, elle est juchée sur une holoturie qui est en train de se redresser pour libérer ses gamètes. Et ben, la blennie, elle a trouvé que ces gamètes, ben, c'était très bon à manger. Et ça fait une histoire biologique originale et une photo mystère tout à fait mystérieuse. Voilà, la moitié d'une photo, une petite devinette. Que voit-on? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a une petite araignée de mer qui est en train de libérer toute sa progéniture et qui a baissé son abdomen et avec les pattes, elle balance tout ça en pleine eau. Voilà. Photo mystère. Ah, bleu dragé. Alors on était dans le bleu d'Oris, voilà. Et petit bleu dragé, ça existe aussi. Bleu dragé, je ne l'ai pas inventé. La vie de couple, là. Alors la vie de couple, ici, on a plutôt l'impression de voir des cratères dans le sable. C'est l'allure en réalité d'ailleurs, et les conséquences. Alors, la vie de couple, voilà, tout ce qui touche à la reproduction, hein, ça intéresse beaucoup le monde des plongeurs biologistes. Et voilà, dans les nuances de bleu et dans le bleu, le côté positif de nos activités, pour moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup, c'est voir, comprendre et photographier non seulement une variété d'espèces, mais aussi une variété de comportements. Cette photo-là, je l'ai fait à ce type de photo
Je l'ai fait à deux, enfin à 4 ans d'intervalle, au même endroit. Alors c'était en Bretagne. J'ai jamais revu ça en Méditerranée. J'en ai discuté avec Balesta. Il l'a pas vu en Méditerranée. À mon avis, il faut peut-être plonger très profond. Enfin, je sais pas. Vous allez voir bientôt la solution parce que le comportement de reproduction, c'est la parade, c'est l'accouplement, c'est la ponte, c'est les soins aux jeunes. C'est comme nous. Et la deuxième fois où je suis retourné sur ce site, 3-4 ans après la première fois où j'avais pris les photos, eh bien j'ai compris, et alors ça a été une grande satisfaction, ne le cachons pas, j'ai compris pourquoi il y avait ces cratères. Eh bien c'est la coquette. La coquette avec la queue, elle agite le sable et elle creuse ça, et ça lui permet de faire des nids. Ensuite, elle se promène au-dessus des nids, et puis elle essaye d'attirer une femelle, et comme vous le voyez, ça marche. Je fais des vidéos aussi, moi. Voilà. Et puis, parmi les grands plaisirs des plongeurs naturalistes, il y a des groupes faunistiques en particulier, notamment les petits bijoux de la mer. C'est pour ça que j'ai accroché ça au bleu saphir. Ce sont les limaces de mer, la belle variété des limaces de mer. Alors celle-là, c'est une espèce fréquente, mais quand elle a cette attitude-là, on se dit qu'on va appuyer sur le bouton de l'appareil photo. Voilà. Ça, c'est une espèce qui est moins fréquente et qui mérite la photo aussi. Voilà, des espèces plus rares. Il n'y a pas que les limaces de mer. Ce crachat d'amiral, je ne l'ai pas vu si souvent que ça. C'est une espèce atlantique, pris photo de Cherbourg. Et puis, il y a aussi un bleu roi. Alors, les rois de la mer. Qui sont les rois de la mer? Est-ce que ce sont les grands mammifères marins comme ce cachalot? Est-ce que ce sont les requins comme ce requin-marteau? Le bleu roi. Mais nous, on est dans une république, on est dans une démocratie. Alors cette idée de roi, on va peut-être l'évacuer, parce que finalement, la mer, c'est aussi une démocratie. On a tous besoin les uns des autres. Et je vais revenir à la photo précédente. Si j'ai eu le plaisir de faire cette photo au Galapagos, eh bien, c'est parce que les requins marteaux venaient à proximité de la côte, enfin des îles, pour se faire nettoyer par ce poisson papillon. Voilà, sans ce petit poisson papillon, eh bien le roi requin-marteau ne serait rien parce qu'il finirait peut-être dévoré par les parasites où il y aurait beaucoup plus de pathologies. Voilà. Donc on va passer bientôt après le bleu roi au bleu nuit. Voilà, on est toujours dans le bleu du plaisir de la plongée naturaliste. Et nous, plongeurs bio, on adore plonger la nuit. Alors, il y a certains sites emblématiques. Je sais que les gens de la région Aura connaissent bien ça pour l'avoir fréquenté pendant les stages à Antibes. À Cagnes-sur-Mer, il y a le Croc de Cagnes. Et on fait de très belles rencontres, comme cette crevette caramotte, cette Chloé mignonne. Moi, la première fois, je m'étais demandé si c'était pas une espèce léseptienne, parce que j'avais vu quelque chose qui était quasiment identique aux Philippines. Mais non, c'est bien une espèce de Méditerranée, mais je l'avais jamais vu ailleurs qu'à Cagnes-sur-Mer. Et puis après, alors on va retourner vers les mers tropicales, parce que petit à petit, mon propos va évoluer. Donc il existe un bleu, le bleu des mers du Sud. Alors toujours la beauté, la diversité de ces mondes coralliens, de ces bancs de poissons. Et puis cette richesse de la vie corallienne, là c'était à Raja Ampat, et puis il y a des récifs, des patates de corail, j'aurais plutôt dire, absolument fabuleuses. Voilà. Mais, vous savez que désormais, la vie corallienne subit de graves troubles, et on parle de blanchissement des coraux. Voilà. Et ce blanchissement, en haut à gauche, c'est en mer tropicale, et puis en bas à droite, eh bien, on retrouve ça dans une autre mer tropicale. Mais oui, je parlerai de l'association d'idées que j'ai en tête par la suite, mais c'est quelque chose qui n'est pas rare. Ouais, alors tout ça pour vous dire, enfin, la photo qui est en bas à droite, c'est une espèce de chez nous, hein, c'est le cladocor. Voilà, photographie à Fréjus. Le mot blanchissement, eh bien, il a été fixé assez récemment pour faire la différence, ouais, attendez, pour faire la différence avec le blanchiment. J'ai dû mettre ça dans un de mes petits post-it, hein. Vous voyez comment ma présentation s'organise avec ces petits post-it qui me permettent d'avoir les bonnes idées au bon moment. Là, on est dans une publication de 2007, et en 2007, vous voyez que la scientifique parle du blanchiment. Mais maintenant, on fait la différence. Blanchissement pour le corail,
parce que le mot blanchiment est associé plutôt à des problèmes d'argent mal recyclé. Voilà. Bien. Alors, pendant longtemps, on considérait que c'était rare, mais maintenant, surtout depuis 97-98, il y a eu un grand événement. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui se généralise. Et dans certains sites, il y a eu 80% des récifs coralliens qui ont été touchés. Voilà. Et le Reef Check, hein, qui est une institution scientifique de surveillance des récifs coralliens, en 98, la surface mondiale des océans a diminué de 10%. Voilà. À cause de ce blanchissement. Voilà. Alors, 98, première grosse alerte. Et j'ai encadré à gauche un autre bleu, le bleu ciel, alors, j'ai écrit le danger vient du ciel. Enfin, en réalité, il vient pas tout à fait du ciel, il passe par le ciel. Mais son origine, ben, c'est ce qui est sur la photo que vous avez sous les yeux. Son origine, c'est l'augmentation du taux, de la concentration du CO2, du gaz carbonique, hein, ce qu'on appelle le gaz carbonique, mais les scientifiques disent plutôt maintenant dioxyde de carbone, l'augmentation de la concentration en CO2 atmosphérique. Je vous ai mis cette courbe sous les yeux et vous voyez que cette augmentation, eh bien, elle correspond surtout à la fin du 19e siècle, l'apparition de la révolution industrielle avec une utilisation du charbon, puis d'autres énergies fossiles, des combustibles fossiles, et puis vous voyez qu'ensuite, après 1900, 1950, les années d'aujourd'hui, plus on se rapproche des temps actuels, au plus ça s'emballe, quoi. Voilà. Alors, ces émissions de CO2, c'est principalement dû à l'utilisation des énergies fossiles. Aussi, les pratiques agricoles et la déforestation apportent 24% de ces émissions de CO2, l'industrie 21%, les transports 14%, les bâtiments 6%. Alors les bâtiments, il faut savoir que la fabrication du béton, du ciment, hein, donc surtout pour le béton, le processus de fabrication du ciment est fortement émetteur de CO2. Voilà, de temps en temps, je vous mets mes sources. C'est le cinquième rapport du GIEC. Voilà. Alors, nous, plongeurs, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors, avant d'être plongeur, on est des citoyens comme les autres. Agir à chaque niveau, ben, c'est ce qui est souhaité. Agir là où on le peut sur tout ce qui est visible sur la photo de gauche, en fonction de nos possibilités. Ben voilà, il y a des manières d'utiliser l'énergie plus ou moins gourmandes. Il y a des manières de pratiquer l'agriculture et l'élevage surtout. J'ai mis agriculture, j'aurais dû rajouter élevage, oui, parce que l'élevage est fortement émetteur aussi de CO2. Voilà, donc chacun selon ses possibilités, selon son secteur de professionnel, mais nous sommes aussi des voyageurs. Voilà. Et ben, les voyages, autrefois on voyageait sans se poser de questions. Et maintenant, on se demande si on pourrait pas, on ne devrait pas voyager autrement. Alors bien sûr, hein, notre fédération, nos clubs, notre porte-monnaie nous incite au covoiturage et c'est vraiment une bonne chose. Mais on sait que l'avion est fortement consommateur d'énergie fossile, hein, d'hydrocarbures. Voilà. Alors, je suis surtout pas là pour donner des leçons, surtout que j'ai un bilan carbone au niveau voyage qui est moyen. Mais voilà, il y a des décisions qu'on peut prendre. En tout cas, celle-là, je l'ai prise. Vous savez que vous pouvez trouver très facilement des publicités en ligne sur ce type de week-end qu'on vous propose à un prix vraiment défiant toute concurrence, hein. Vous imaginez 3 jours de nuit, le vol, voilà, pour 120, et l'hôtel, hein, le vol, l'hôtel à 129 euros pour aller on est à Prague là. Oui, c'est marqué. Marrakech, là, c'est combien de temps? Bah, attends, il s'est pas noté. Donc 121 euros, la parenthèse, bah, week-end, c'est le week-end, hein, voilà. Dans un riad, donc voilà, c'est très tentant. C'est pas cher, faut le reconnaître, mais pour un week-end, est-ce bien raisonnable de faire ce trajet? Bon, chacun est libre. Et les destinations lointaines.
et j'en parle en connaissance de cause, hein, vraiment c'est quelque chose qui pose problème, eh bien, nous sommes invités à faire des choix plus réfléchis. Et tant qu'à faire, si on décide d'aller loin, eh bien, essayons de le faire non pas en coup de vent, entre guillemets, mais voilà, pour une durée plus longue, d'une manière plus raisonnée. Et c'est quelque chose qui est préconisé. Voilà. Mais j'avoue que voilà, c'est vraiment quelque chose qui pose question. Mais quand on en a pris le goût et l'habitude, quand on a orienté une partie de sa vie, de sa bibliothèque et de ses activités dans ce domaine, c'est un peu compliqué de prendre de grandes décisions. Voilà. Ensuite, alors, on est passé au bleu pétrole maintenant. Le changement climatique, oui, donc je vous ai parlé du blanchissement. Je pensais que j'avais mis une petite, voilà, enfin, je voulais expliquer la différence entre blanchissement et blanchissement. Je pensais que j'avais mis un post-it, je le vois pas. Bon. Alors, ici, une copie d'écran, un document qui vient de la NASA, 22 juillet dernier. Tiens, il faudrait que je rajoute peut-être. Bah si, c'est 2022. Voilà, il est marqué quelque part 2022. Et puis vous avez un graphique avec des couleurs en relation avec les anomalies de température de surface pour la mer. Voilà. Et vous voyez au niveau de la Méditerranée, notamment, une anomalie de température qui atteint les 5 degrés. Voilà. Donc, petit texte qui accompagnait le document. Donc, 4 à 6 degrés plus chaud que la normale. Avec, donc ça c'était en 2022, hein, mais vous savez que ça s'est répété. Mais voilà, ça a quand même marqué les esprits. On en a beaucoup parlé à l'époque. 30 degrés étaient atteints au large de la Côte d'Azur. Voilà. On parle de canicule marine. Inquiétant. Et même si il y a des climato-sceptiques, hein, tout porte à croire, toutes les études scientifiques vont dans ce sens-là, que c'est un des signes du dérèglement climatique. Voilà. Avec une intensification aussi, c'est un autre signe de ce qu'on appelle les épisodes méditerranéens. Alors les épisodes méditerranéens, vous savez que ce sont des épisodes de précipitation plutôt sur la côte, côté Pyrénées, côté occidental de nos côtes de Méditerranée, mais parfois aussi côté Côte d'Azur. Voilà. C'est lié la différence de température qu'il y a entre les masses d'eau et les masses d'air. Voilà. Donc, on parle d'une tropicalisation de la Méditerranée, non seulement en raison de son réchauffement, mais en raison de certaines conséquences biologiques. Ici, il s'agit vraiment d'une espèce de Méditerranée. Cette bécune à bouche jaune qu'on appelle maintenant assez facilement communément le barracuda de Méditerranée, eh bien, il était beaucoup moins abondant le long de nos côtes autrefois. Et maintenant, on peut en voir de très jolis bancs. La gyrelle-pan était assez rare sur nos côtes. Maintenant, un petit fond rocheux dans beaucoup d'endroits du rivage méditerranéen français, on pourra trouver des gyrelle-pan. Pas encore arrivé en France, mais ça risque d'être le cas un jour. Euh, il y a eu deux événements. Il y a eu le percement du canal de Suez, bien sûr, mais il y a aussi l'augmentation de température de la Méditerranée qui est favorable à l'expansion de cette espèce d'est en ouest. Et même chose peut-être aussi pour le poisson lapin. Et ce poisson lapin, qui est une espèce de mer rouge, là, je l'ai photographié pendant qu'il dormait, eh bien, c'est un poisson qui est assez redoutable dans ses conséquences sur les herbiers, parce que sur les côtes du Liban, notamment, ça a été bien étudié, ça a fait des ravages, et il y a des herbiers qui ont quasiment disparu. Donc, vous imaginez, toute la faune qui est associée aux herbiers en subit les conséquences également. Voilà. Autre conséquence du changement climatique, et alors je dirais plus récent, mais en réalité ça avait déjà été observé par le passé, c'est des processus, enfin des épisodes de mortalité importante des gorgones. Voilà. Ici c'est un extrait de Ouest France. Ben, Ouest France fait paraître aussi ce qui se passe en Méditerranée de 2022. Et voilà. Alors le souci c'est pas seulement que la température augmente beaucoup, mais c'est surtout qu'elle augmente pendant une période longue et que cette température soit élevée aussi à des profondeurs importantes.
Voilà. Des travaux sont en cours, donc on fait des observations, mais à part observer, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Le petit souci aussi, c'est que les gorgones ont une vitesse de croissance qui est très lente, hein. Pour un certain nombre d'espèces, ça se compte en millimètres ou en maximum 1 centimètre par an. Et donc, ce que l'on a perdu, ça prendra du temps avant d'être reconstitué. À savoir que le premier épisode ici, ça avait quand même été observé dans les années 2000. Il y avait une publication scientifique. Et donc fin d'été 99. Et oui, alors je vous ai mis l'extrait de cette publication parce qu'il n'y a pas que les gorgones. On sait, et on l'a vu d'ailleurs la dernière fois aussi, hein, pour ceux qui ont bien observé, les spongiaires, les cnidaires, des mollusques bivalves. Alors des mollusques bivalves, pour ceux qui les connaissent, parmi ceux qu'on peut voir le plus facilement, il y a les arches de Noé qui ont souffert et les spondyles. Ouais. Les acidies aussi et les bryozoaires, les bryozoaires qu'on appelle animomous. Voilà. Et le souci, hein, c'est ce que je vous disais, c'est une période chaude pendant une durée limitée. Et déjà, en 99, cette température de 24 degrés, on avait considéré que c'était beaucoup. Voilà. Et il peut y avoir aussi une synergie, c'est-à-dire un effet combiné de la température avec l'opportunité qu'il peut y avoir pour un ou des organismes pathogènes de se développer et de provoquer la mort des gorgones, des éponges, et voilà. Autre épisode de forte mortalité, c'est ce que je vous ai mis en bas, 2003-2006. Et voici une photo que j'ai prise à Fréjus en 2022, avec le détail de la nécrose progressive d'une gorgone. Ce qui est en rose, a priori, le tissu, c'est-à-dire la partie vivante, est toujours vivante. Ici, on a vraiment toutes les étapes, puisqu'on voit cette partie charnue qui est devenue grise. Là, ça veut dire qu'elle a commencé à se nécroser. Quand toute la partie charnue a disparu, eh bien on voit le squelette de la gorgone. Le squelette est mis à nu, il est blanc. Et puis partout, j'aurais pu rajouter une flèche d'ailleurs, partout où on voit des pompons d'algues ou des organismes qui peuvent être des hydraires, hein. C'est tout ce qu'on voit au sommet de la gorgone d'ailleurs, qui avait commencé à mourir déjà précédemment. Eh bien, le squelette mis à nu sera colonisé par des organismes opportunistes et ça empêchera bien sûr une recolonisation éventuelle de ce qui avait été perdu précédemment. Voilà. Et j'ai eu la même année l'occasion de faire cette autre photo, puisque je vous parlais des éponges tout à l'heure, eh bien je peux vous le montrer. Voici une digitation de cette éponge bien vivante. Là, on l'observe dans une situation tout à fait normale, sauf que la partie droite de la même éponge, une Vérongia, eh bien, était complètement nécrosée et il restait plus que le squelette de fibres de protéines. C'est ce squelette d'ailleurs qu'on utilise chez les éponges de toilette parce que c'est plus dense, voilà. Mais là, bizarrement, il y a une partie de l'éponge qui est complètement nécrosée et l'autre qui, pour maintenant, a résisté. Voilà. Mais malheureusement, l'automne venu, l'hiver passé, quand on plonge l'année suivante, les dégâts ont pu continuer à évoluer et les éponges ont disparu. Voilà. Alors, quelle sera la résilience pour ces grandes gorgones là qui peuvent pousser voire même tout à l'heure j'avais limité ce que je disais à 1 centimètre. Dans certains cas, ça peut être à 5 centimètres par an. Oui, mais les plus belles, les plus grandes de ces gorgones, eh bien, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'elles ont poussé pour qu'on puisse les retrouver telles qu'elles étaient. Bon, la limite de mortalité était entre 30 et 35 mètres, hein, pour ce qu'on a vu lors du dernier grand épisode. Combien de temps faudra-t-il avant de retrouver des individus de presque 1 mètre d'envergure? Eh bien, vous faites le petit calcul et vous verrez que ça prendra du temps. Voilà. Alors, je passe du bleu pétrole au bleu marine. On a un ciel un petit peu plombé, là on est du côté de Porquerolles, mais gros avantage de Porquerolles, on est dans des secteurs préservés et on a un joli littoral. Mais vous savez que sur notre littoral, eh bien il y a de fortes pressions et des pressions des pressions en raison du tourisme, du nautisme et donc une certaine envie de développer un peu partout des ports de plaisance. Et les ports de plaisance, par contre-coup, vont modifier le rivage
à certains endroits, eh bien, les courants marins vont provoquer des érosions. Et puis les travaux et la présence des bateaux, j'en dirais deux mots, peuvent provoquer des pollutions. Et donc, c'est pas terrible, terrible, encore une fois, pour les milieux marins. Alors, 1990, l'Ifremer avait déjà tiré la sonnette d'alarme à cause de ces processus d'érosion et puis de la sédimentation qui peut être provoquée aussi par toutes les modifications que l'on cause sur le littoral. Voilà. Bien sûr, à l'endroit même du port, destruction de la faune et de la flore. Voilà. Les autres problématiques qui sont liées à cela, et là je ne fais que, je suis uniquement le porte-parole des scientifiques qui ont travaillé sur le sujet, eh bien les autres problématiques, c'est les eaux usées. A priori, a priori, tout ce qui se passe sur le monde continental, toutes nos eaux usées doivent passer par des stations d'épuration avant d'être rejetées dans les milieux naturels. Mais pendant très longtemps, en mer, les eaux usées, hein, voilà, tout ce qu'il pouvait y avoir comme substances polluantes diverses et variées, je vous fais pas un dessin sur un bateau, eh bien, aller directement à l'eau. Maintenant, il y a une législation mais c'est très récent et c'est assez limité. Vous savez que l'on souhaite toujours éviter la fixation d'organismes encroûtants sur la coque des bateaux parce que ça ralentit les bateaux. Donc pendant très longtemps, on a utilisé des substances que l'on appelle anti-fouling à base de produits extrêmement toxiques. Il y avait l'arsenic de mémoire. Et puis, le petit souci, c'est qu'une bonne partie de cet anti-fouling finit par quitter la coque du bateau, là où on l'avait mis, et puis va sédimenter dans la boue qui se dépose au fond des ports. Oui, mais cette boue, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la drague, et puis on va la relarguer plus loin en mer. Donc tous ces agents polluants, eh bien, diffusent en mer de cette manière-là. Et les anti-fouling du passé font encore des dégâts aujourd'hui. Voilà. Consommation de carburant relativement importante d'une bonne partie de tout ce qui est nautisme. Et il y a des gros, gros soucis aussi, c'est le devenir des navires en fin de vie, parce qu'une bonne partie des bateaux construits aujourd'hui sont faits avec des fibres qu'on est bien incapable de recycler. Voilà. Et donc la déconstruction, la dépollution, le recyclage, et ben, ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Et c'est finalement très peu réalisé. Alors, je suis allé chercher, parce que je l'avais déjà entendu à la radio, je m'étais dit, je vais le noter ici, la moyenne d'utilisation des bateaux de plaisance. Eh bien, je suis allé sur un site de référence, et cette moyenne pour les bateaux à moteur, c'est 40 à 60 heures par an. 40 à 60 heures par an. Et vous le savez, hein, notamment pour certains bateaux de luxe, ça sert surtout de salon flottant dans un joli port, dans une jolie marina, mais ce sont des bateaux qui sortent pas beaucoup. Voilà. Alors, quelle solution? Parce que nous sommes aussi de grands utilisateurs de bateaux. Bon, au moins, il y a un truc qui est bien, c'est que dans la grande majorité de nos activités, on passe par des clubs, on passe par des SCA, des structures commerciales agréées, et donc les bateaux sont mutualisés, sont mis à la disposition par le club. L'autre technique aussi, puis je connais des gens qui ont choisi cette formule, eh bien, c'est d'acheter un bateau à plusieurs et de mutualiser le bateau. Au moins, ça fera un bateau plutôt que trois, il sera beaucoup plus utilisé. Voilà, ça fera moins de pollution. Et parfois, il y a des gens qui finissent par être raisonnables et qui vont limiter ou empêcher le développement de marinas anarchiques. Et puis, voilà, il y a des fois, il y a des tribunaux administratifs qui prennent des décisions parce que visiblement, à Bretignolles-sur-Mer, ça ne valait plus le coup de rajouter une marina parce que l'endroit où on l'avait prévu avait un intérêt écologique particulier. Voilà. Ça date de 2022, c'est pas vieux. Alors un autre bleu, on va continuer à naviguer dans les bleus, le bleu de France. Et bleu de France, j'associe ça à un proverbe allemand que j'avais entendu il y a bien longtemps, ça m'avait amusé, oui. Sauf que les Allemands sont venus parfois un petit peu trop souvent chez nous sans autorisation particulière. Il y a un proverbe allemand qui dit heureux comme Dieu en France. Et sans faire de cocorico, mais c'est vrai qu'on a un joli pays avec, je vous le disais tout à l'heure, au moins deux façades littorales très différentes dans lesquelles
enfin, à proximité desquels il est toujours très très intéressant de plonger. Alors ce bleu de France, ben, ici je suis encore à Port-Cros, je plonge souvent de ce côté-là, eh bien ça nous permet de belles ambiances, de belles rencontres. Voilà, je suis retourné du côté Atlantique parce que j'aime beaucoup aussi. Ce bleu de France, eh ben, il est peut-être pas apprécié par tout le monde parce que cette anguille que j'ai photographiée dans une lagune littorale, cette anguille, eh bien, elle est menacée. C'est une espèce menacée maintenant. Et vous connaissez la classification UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cette préoccupation qui se fait sur une échelle qui va de préoccupation mineure, il y a même en dessous de ça, quand on n'a pas les infos, à espèce éteinte. Ben, vous devinez que quand c'est espèce éteinte, on a fait une croix dessus. Voilà. L'anguille européenne est confrontée à un risque élevé de disparition. Elle est dans les statuts UICN en danger critique d'extinction. Chez nous. Voilà. Ça m'arrive pas tous les jours, hein, je vous le dirai, mais j'ai voulu vérifier certaines choses et il existe. J'y suis arrivé un petit peu par hasard, pour pas vous le cacher, mais maintenant je le connais et je m'y réfère. Il existe un Doris de la législation, c'est Légifrance, donc c'est l'État français qui met ça à la disposition de tout le monde, et on peut trouver tous les textes de loi. Il y avait un petit moteur de recherche pas trop mal fait qui m'a permis d'arriver aux informations qui m'intéressaient sur la pêche à l'anguille, la pêche de l'anguille. Voilà. Alors la première fois que j'y suis allé, c'était en 2023, mais j'y suis allé cet après-midi pour vérifier. Voilà, donc actualisation. Et il y a toujours l'article R436-65-3 qui dit quoi? Qui dit que la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être autorisée aux pêcheurs professionnels. La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres. Voilà. Alors, donc vous voyez que j'ai changé, enfin, j'ai continué ma phrase en bas à gauche, hein. Ben, si on est une anguille en France, on sera peut-être pas si heureuse que ça. Et c'est notamment le cas pour les bébés anguilles. Ces bébés anguilles que l'on appelle des civelles. Vous savez que les anguilles vont se reproduire dans la mer des Sargasses. Leurs larves se donnent beaucoup de mal pour traverser l'Atlantique, pour revenir chez nous. Et comment on les accueille? Eh bien, on les accueille en les pêchant par milliers, par dizaines de milliers, je ne sais pas le nombre exact. Et ces civelles, eh bien, les pêcheurs professionnels ont encore le droit de les pêcher et de les vendre. Mais moi, je pose la question. Alors, c'est petit, hein, 12 centimètres. Moi, j'en ai vu, je devrais en photographier un jour avec, en mettant un petit réglé à côté. Mais peut-être que vous les connaissez, hein. Parfois, on les voit dans les ports en Atlantique. C'est tout petit. Et ben, on cuisine ça dans un saladier, voilà. Combien de ces petits poissons de 12 centimètres il faut pour faire un repas? C'est un gâchis absolument déraisonnable. Parce que un repas pour une personne, ce sera peut-être 200 civelles. Ça veut dire 200 juvéniles d'une espèce qui est en voie d'extinction chez nous. Et ces 200 juvéniles auraient peut-être donné 10 adultes. Mais non, on a l'État français estime, la République française estime qu'on peut continuer cette pêche. Une pêche légale, ok, mais vous le savez peut-être si vous vous intéressez au sujet, qu'il y a une pêche illégale très importante, il y a beaucoup de braconnage, parce que malheureusement, ça se vend très très cher, et donc ça suscite des convoitises. Voilà. Alors on va continuer sur cette thématique. J'aime beaucoup les raies, n'allez pas chercher plus loin. Mais je vous pose la question, vous qui êtes plongeur, s'agit-il d'une rencontre fréquente pour vous? Cette raie brunette, je crois que je ne l'ai vue que 3 fois en un grand nombre de plongées. Voilà. Et ben, l'UICN fait paraître aussi des documents, des synthèses, certaines années. Bien, il y a une année, voilà. L'UICN a travaillé particulièrement sur les requins, les raies, les chimères de France métropolitaine. Et ce que j'ai trouvé comme information, vous pourrez le trouver aussi parce que c'est en ligne. Voici les principales espèces de raies soumises à une réglementation. Donc, on vous donne, vous le voyez ici, une taille minimale de capture. Ok, donc pour chacune de ces 4 espèces, vous retrouvez d'ailleurs ma jolie raie brunette là en bas à droite. Donc ça veut dire que ce sont des espèces qui sont autorisées à la capture. Alors pour la petite anecdote, hein,
vous vous promenez, je vais encore parfois à Boulogne-sur-Mer, vous promenez sur l'étal d'un poissonnier, on peut faire ça aussi sur le vieux port de Marseille, hein. J'y vais régulièrement voir ce qu'il y a sur le vieux port, c'est absolument déprimant ce que l'on peut voir. Et donc, vous êtes étonné parce que vous voyez une belle diversité de raies et vous dites, mais non, un chien, je les vois pas souvent en plongée. Bah oui, parce que le stock des raies a considérablement diminué. Alors, j'ai pris deux espèces en particulier. Alors, tout d'abord, voilà, et je suis allé chercher des informations sur l'INPN, hein. C'est l'Inventaire national du patrimoine naturel. C'est une espèce, ouais, c'est un inventaire qui est fait par le muséum. Et que voit-on? Alors, la raie qui est en haut à gauche, la raie chardon, eh bien, quel est son statut? Son statut au point de vue UICN? Eh bien, elle est sur la liste rouge de l'UICN. Elle est vue, ça veut dire espèce vulnérable. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une espèce menacée. Eh ben ouais, elle est menacée, mais on continue à la pêcher. Voilà. Une autre, la raie circulaire. La raie circulaire, pareil, ici, en bas à droite, toujours sur le site du Muséum d'histoire naturelle, qui va chercher les informations sur l'UICN. Et là, EN, ça veut dire quoi, EN? EN, ça veut dire en danger. Voilà, pardon. Et ben, malheureusement, ben, moi, des raies, j'en vois pas autant que je voudrais en voir. Et ça va pas tellement s'améliorer si on continue à pêcher des espèces qui sont déjà considérées par les scientifiques comme étant en danger. Voilà. Les Açores, c'est super intéressant, c'est super bien au niveau plongée sous-marine. Petit souci, pour faire cette photo, j'ai dû faire trois sorties. Et malheureusement, alors les Açores c'est portugais, mais une contrepartie de l'Union européenne, c'est que ben, les Espagnols ont eu le droit de plonger, excusez-moi, de pêcher dans les eaux des Açores, et le nombre de requins peau bleue a beaucoup diminué, alors que les rencontres étaient quasi assurées et fréquentes. Eh bien, pour en voir un, j'ai dû passer 3 jours en mer, quoi. Voilà. Je l'aime ce requin peau bleue, hein. Et j'ai fait ce que je fais souvent, c'est-à-dire que je mets quelques mots-clés dans un moteur de recherche et je tombe sur ce site FishFriender qui s'intéresse à la pêche du requin bleu, une pêche de loisir. Alors, mon petit niveau d'anglais semble me dire que FishFriender, c'est les amis des poissons, les amis. J'ai quelques doutes quand même parce que voilà, ce genre de conneries, ça passe peut-être mieux quand on dit ça en anglais, mais c'est du merchandising. On essaye de vendre du matériel, on essaye d'inciter les gens à continuer ça, alors que le requin peau bleue, malheureusement, ces populations ont considérablement diminué le long de nos côtes. Et on arrive à ce graphique que vous avez peut-être déjà vu, hein, le déclin. Alors c'est général, hein, je continue pas espèce par espèce, mais entre les années 70, pardon, entre les années 70 et 2018, la population globale de requins dans les océans a diminué, pardon, de 71%. Voilà. Et on vous donne quelques exemples à droite, hein, euh, voilà, le requin renard, malheureusement, 65% en moins. Sachez que le requin renard, c'est une espèce atlantique, une espèce de Méditerranée. Je connais une personne, c'est comme l'homme qui a vu l'ours. Je connais une plongeuse qui a vu un requin renard à Bormes-les-Mimosas. J'aurais bien voulu être là ce jour-là. Autrefois, on en voyait sans doute bien davantage, mais beaucoup trop pêché. À l'époque, la fédération s'était associée à Longitude 181 pour cette campagne. Pas de requin dans mon assiette. Voilà. Voilà. J'ai essayé de diffuser ça dans les endroits où j'ai travaillé. Voilà. Petite pensée, plus de requins dans l'assiette, bah, ça veut dire qu'on n'en achète plus chez le poissonnier. Et si on n'en achète plus chez le poissonnier, eh ben, ça veut dire qu'il sera plus pêché. Vous connaissez la personne qui a dit si plus personne n'en achète, ça se vendra plus. Eh bien, c'était Coluche. Voilà, notre ami Coluche. Voilà. C'est une des manières d'agir. Toujours avec quelques mots-clés dans un moteur de recherche. Alors là, on est passé au bleu fumé. Si vous avez vu à gauche, là, ça existe aussi, le bleu fumé. Eh bien, vous allez en trouver, hein. Regardez, recette requin, j'ai trouvé 760 000 résultats en 0,30 secondes. Voilà. Le cordon bleu, je ne savais même pas que ça existait, le cordon bleu de requin. Voilà. Bien, bleu, hein, on retrouve le bleu, mais ce cordon bleu, ben, j'ai pas envie d'en manger. Voilà.
En bas à gauche, j'ai noté une phrase qu'on peut entendre souvent. Ah oui, mais chez nous, on a toujours pêché le requin. On a toujours mangé du requin ou de l'arrêt, des ailes de raie. C'est une tradition. Alors là, on va arriver à un chapitre important de ma présentation. C'est ce qui concerne le mot tradition. Voilà, pour ceux qui l'auraient pas bien vu, tradition avec un point d'interrogation. Alors, on va toujours rester sur le bleu fumé, parce que j'ai l'impression qu'on essaye là vraiment de nous enfumer. Alors peut-être que pour certains c'était de bonne foi, hein, mais à partir de maintenant, je pense qu'on n'a plus le droit d'ignorer les conséquences de ces traditions. Voilà. Alors, je suis passé au bleu pastel. Pastel, les fameux pastels. Ça existe, hein, ce bleu pastel, et vous découvrez en même temps, enfin moi je ne connaissais pas Émile Gaucho, un tableau d'Émile Gaucho, d'ailleurs le ciel a quasiment une couleur pastel, et ce tableau représente la pêche à pied en bord de mer. Alors, bleu pastel, pêche à pied, une activité traditionnelle. On est tous bien d'accord là-dessus. Dans la mesure où ça a été fait pendant très longtemps, mais ah, j'ai écrit pour, oui, c'est une diapo que j'ai modifiée cet après-midi. Mais pour qui, je crois que j'aurais plutôt voulu dire par qui. Par qui ou pour qui, après tout. Enfin, c'était plutôt par qui. Bah, vous le voyez sur ce tableau, c'est des femmes de pêcheurs. Dans quelle mesure? Dans quelle mesure? Dans quelle quantité? Bah, la quantité, c'est ce que pouvait contenir un panier. Quand les paniers, un ou deux paniers d'ailleurs, quand les paniers étaient pleins, eh ben, c'est terminé, qu'on ne pouvait pas en mettre plus que ce qu'il y avait dans les paniers. Voilà. Alors, ce tableau est un tableau du 19e siècle. Et puis à l'époque, eh bien, ces femmes de pêcheurs, elles se déplaçaient en sabots. Aujourd'hui, la pêche à pied. Ça, c'est un article de 2012, hein, mais bon, aujourd'hui, c'est encore pareil. Les tracteurs font des ravages sur l'estran. Déjà, l'estran n'était pas fait pour pouvoir passer des tracteurs, ni pour emmener. Alors là, vous voyez, là, le profil, là, c'est pas tellement femme de pêcheur, hein, ce qu'on voit sur la remorque du tracteur. Voilà. On est du côté d'Agon-Coutainville, là. Il y a une grande participante à Doris qui fait non pas de la pêche à pied, mais de la photo à pied, et qui apporte beaucoup de choses très intéressantes et qui viennent d'Agon-Coutainville, parce qu'il y a un très très grand estran. Alors la pêche à pied, aujourd'hui, s'agit-il encore d'une activité traditionnelle? Alors cette association APP2R milite, et il y a eu des comptages qui ont été faits. Il y a 45 000 personnes par an qui viennent pêcher sur la seule commune d'Agon-Coutainville. 45 000 personnes. J'en suis certain, ce ne sont pas que les femmes de pêcheurs. Voilà. Ensuite, le journal Le Parisien s'intéresse et fait de la publicité pour le pays de la pêche à pied. Alors, le journal Le Parisien, ben voilà, parce que à Agon-Coutainville, vous avez des gens qui viennent de toute la France. J'en veux pas aux Parisiens en particulier, mais ils viennent aussi de régions parisiennes. Voilà. La ressource en bivalves et en crustacés n'est pas illimitée. Bah oui, l'océan n'est pas illimité, les rivages ne sont pas illimités, et les scientifiques ont constaté qu'il y a des espèces qui étaient vraiment mises sous pression, bien que l'on définisse des quotas de pêche. Voilà. Agon-Coutainville, regardez en dessous de la carte, c'est 2800 habitants. Voilà. Et donc, je vous fais un petit comparatif. Autrefois, ça concernait essentiellement la population locale. Les Parisiens ne venaient pas les jours de grande marée pour faire de la pêche à pied. Maintenant, eh ben, on prend sa voiture, 2 heures et demie plus tard, on est à Gon-Coutainville, et puis on va profiter du tracteur qu'on a réservé parce qu'on paye hein, pour être sur la remorque. Et puis voilà, on est très content. Les déplacements se faisaient à pied, maintenant sont motorisés. Le transport des charges, on l'a vu, c'était limité. Maintenant, bah, le transport des grosses charges est beaucoup plus facilité. Autrefois, ce qui était pêché devait être consommé rapidement. Maintenant, eh ben, on a des congélateurs, on a des frigos et on peut pêcher davantage et puis conserver plus longtemps, ce qui donne envie d'en prendre davantage sur le terrain. C'était une pêche de subsistance, c'est un complément, et maintenant c'est une pêche de loisir. On va pas crever de faim si on fait pas la pêche à pied. Voilà. Une étude a été faite sur les herbiers de zoster. Alors les herbiers de zoster, c'est des
C'est l'équivalent, vous connaissez bien les Posidonies. En Méditerranée, il y a aussi des austères, hein, mais il y en a beaucoup en Atlantique, il n'y a pas de Posidonie. Notamment, ça a été étudié dans l'archipel des Chausées. Et ben, c'est tellement piétiné lors des grandes marées basses que cet herbier, qui est pourtant très important, puisqu'il a un rôle de nurserie pour les juvéniles de poissons et pas que les juvéniles de poissons, eh ben, il y a des endroits, pardon, il y a des endroits où cet herbier a diminué considérablement. Voilà. Et pendant qu'on parle de pêche, eh ben, j'ai repris ici un tableau, une photo. On va continuer notre principe des comparaisons. Autrefois, la taille des navires était relativement limitée. Aujourd'hui, ben, vous avez des bateaux de pêche qui font jusqu'à 142 mètres de long. La propulsion, c'était les voiles, parfois même à force des bras avec les rames, hein, ça existe encore. Propulsion bah, par moteur. Les instruments, bah, c'était les compas, c'était les yeux, on n'avait pas grand-chose. Maintenant, on a des GPS, on a des cartes, on a des sondeurs. Et en bas de la diapositive, hein, sachez qu'on vend dans le matériel de pêche des systèmes qui permettent de détecter des bancs de poissons. Alors évidemment, pour les professionnels jusqu'à 1000 mètres de profondeur, mais pour les amateurs, vous avez ça aussi à des profondeurs moins importantes. Voilà. Et puis il y a la radio, et puis il y a la météo, enfin bref, ça n'a plus rien à voir. Force des bras pour les engins de pêche, force motorisée aujourd'hui, profondeur de pêche limitée, maintenant on va à plus de 1000 mètres de profondeur, transport des charges limité aussi, après la pêche, maintenant on a tout ce qu'il faut pour transporter en camion, moyens de conservation, je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant on a sur les autoroutes vous avez les camions frigorifiques. Voilà. Alors, peut-on encore dire que la pêche est une tradition? Je vous ai pas mis ici, j'ai ça dans une autre présentation, mais même la pêche de loisir euh, représente une quantité de poissons pris en mer qui est considérable. Voilà. Donc, le mot tradition, je pense que il ne doit pas empêcher la réflexion. Voilà. Un dernier exemple, il me semble, hein, je crois que l'exemple de la baleine, c'est le dernier que je vais prendre pour cette notion-là. Voilà. Vous savez que dans le golfe de Gascogne, il y avait une baleine qu'on appelait la baleine des Basques. Et baleine des Basques parce que les courageux, hein, fallait y aller quand même, hein, sur leur petite baleinière, oui, ces embarcations, on les appelait les baleinières, donc allaient chasser la baleine. Et les Basques chassaient ça dans le golfe de Gascogne. Voilà. Donc ça a été une tradition. Sauf que, eh ben, assez rapidement, malgré tout, même avant l'invention des baleinières à moteur, eh bien, déjà au XVIe siècle, il a fallu traverser l'océan, aller jusqu'en Amérique du Nord. Et pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que la baleine des Basques avait disparu, quasiment disparu. Il n'y en avait plus assez dans le golfe de Gascogne pour que ça soit rentable. Voilà. Et donc, les besoins grandissants, c'est ce que j'ai encadré. Pour traquer le précieux butin, il fallait s'éloigner de plus en plus. Voilà. Donc, la tradition n'est pas une justification d'une pratique qui est excessive à un endroit donné. Parce que finalement, qu'est-ce qui arrive? Ben, ce qui arrive, c'est que la tradition peut s'auto-éliminer. Voilà. On a une espèce qui est devenue en péril. Alors, il y a la baleine des Basques, il y a la baleine franche. Et donc, bah aujourd'hui, hein, les en danger critique, le CR c'est en danger critique d'extinction. On retrouve le petit graphique de l'UICN. Et donc, la tradition va s'auto-éliminer parce qu'elle aura éliminé, entre guillemets, la ressource. Ça me gêne toujours beaucoup quand on parle de stock ou de ressources, parce que pour moi, il s'agit de population d'êtres vivants. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, bah, il faut réfléchir et peut-être arrêter ce qui n'est plus justifiable, parce que ça va s'arrêter par élimination des êtres vivants. Bah, vaut mieux arrêter cette pratique avant que les êtres vivants disparaissent eux-mêmes. Voilà. Donc, ah oui, j'ai gardé cette idée de tableau. Genre un truc que j'ai eu un jour en me promenant dans un musée. Voici une photo dans un musée. Et vous êtes dans une grande salle d'un musée. Et puis, ben, vous appréciez, vous appréciez les 25 tableaux qui sont dans cette grande salle. Mais, mais,
Peut-être que ce que l'on voit de certaines œuvres d'art, pensez à tout ce qui a disparu comme œuvre d'art depuis que l'homme crée des œuvres d'art. Peut-être que ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est un millième, un 50 millième de ce qui a existé par le passé. Et je ne voudrais pas qu'il puisse arriver la même chose pour le monde vivant, qu'il soit marin ou terrestre d'ailleurs. Voilà. Il faudrait pas, mais c'est parfois ce qui se passe aussi, mine de rien. Petit focus sur ce thon qui a été photographié à Hagué, que j'ai eu le plaisir de voir l'année dernière. Il y a un thon qui est resté sédentaire, alors pour ceux qui connaissent, au niveau des pyramides d'Hagué. Pendant plusieurs mois, il était là. Je sais pas, alors, je sais pas si il faudrait que j'interroge mes amis qui sont dans le coin, s'il est toujours là. Mais il n'était pas dans une zone de protection. Et c'est une espèce qui peut être pêchée, qui peut être fléchée. Donc voilà, peut-être que les prochains plongeurs qui vont aller là ne vont plus retrouver le thon rouge daguet. Et on ne sait pas pourquoi il était sédentaire. Mais c'était vraiment un grand plaisir, hein. Je veux dire, tous ceux qui sont sortis de plongée, qui ont vu ce thon, étaient vraiment très, très, très heureux. Imaginez, enfin, c'est quand même une belle bête de grande taille. Et il faut bien se dire que ce que l'on voit, peut-être nous, on est très heureux de ce qu'on voit en Méditerranée, mais peut-être que c'est un cinquantième de ce qui a existé il y a 1000 ans. Voilà. Peut-être qu'il y avait, enfin, et c'est pas peut-être, c'est certain, parce que quand on regarde dans les ouvrages anciens, on sait qu'il y avait des grands bancs de thon, on sait qu'il y avait beaucoup plus de requins, et vous savez que tous les requins ne se nourrissent pas d'hommes, hein, donc voilà, enfin, les accidents sont épisodiques, voilà. Bref, voilà, bah, j'ai repris la même thématique avec le tableau. Oui, ce qu'on a le plaisir de voir aujourd'hui, c'est peut-être une très très faible proportion de ce qui existait autrefois. Voilà. Alors, les réserves, c'est bien, mais il faudrait davantage de réserves, des réserves beaucoup plus grandes et surtout des réserves qui soient vraiment avec une vraie protection. Voilà. Alors, un scientifique a estimé, avec toutes les sources qu'il avait, que en un siècle, hein, parce qu'on a quand même des bases, on sait quand même ce qui était débarqué comme poisson, comme taille de poisson, et dans certaines mers, les poissons d'un poids supérieur à 16 kilos ont diminué de 99%. Voilà. On ne trouve plus aujourd'hui que 1% des poissons de grande taille. Pour la petite histoire, un jour j'ai vu dans un musée alors ils sont pas empaillés, hein, les crustacés, mais j'ai vu un jour un homard dont la taille était, enfin, devait dépasser les 50 centimètres. Et ça, c'est une constatation. Alors ce monsieur a un petit sourire sympa là, c'est Daniel Poli. Il a eu un parcours de vie très très original. Il y a un podcast sur France Inter qui est vraiment très très chouette. Daniel Poli, c'est alors pour ceux qui font de la biologie marine, hein, vous connaissez peut-être Fishbase. C'est le papa de Fishbase, c'est une espèce de Doris pour les poissons, mais c'est un Doris international pour les poissons. Eh bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup étudié les pêches et constatant ce qui se passait, il s'est dit, il faut qu'on témoigne des populations de poissons, il faut qu'on parle des abus de la pêche. Et ces abus sont vraiment nombreux. Et c'est lui qui a sorti ce chiffre. Voilà. Et la vision générale de la pêche aujourd'hui, c'est que les grands individus disparaissent. Voilà. Et c'est bien regrettable, parce qu'une femelle de poisson, plus elle est grande, plus elle va faire de petits. Si on prend des poissons qui peuvent atteindre les 30 kilos, par exemple, eh bien, une femelle de 30 kilos va faire beaucoup plus d'ovules que deux femelles de 15 kilos. Voilà. Alors, un autre bleu, le bleu turquoise. Alors, j'ai mis un petit astérisque. Je l'ai appris. Alors, comme d'habitude, hein, c'est ce que j'ai mis en bas à gauche. Je saute un peu du coq à l'âne. Mais, il y a toujours des petites choses à voir. C'est que le mot turquoise, j'ai découvert que ça venait de Turquie, parce que le commerce des turquoises passait par la Turquie. Voilà. Alors en Turquie, il y a des plongées très intéressantes, et puis là c'est bien parce que c'est pas au bout du monde, on peut faire de la plongée bio sans prendre des longs courriers. Voilà. Eh bien, on peut trouver ces badèches. Et puis, alors, je sais plus pourquoi je vous ai parlé de ça. Oui, bah, c'était juste pour introduire le bleu turquoise. Voilà. Bon. Bleu turquoise, les mers turquoises aussi, les plongeurs veulent voir des poissons. Et on est ici aux Maldives, et j'ai chez moi, j'ai acheté ça d'occasion, et vraiment le bleu turquoise, on le retrouve dans des atolls de Maldives. Et en tournant les pages de ce livre, alors
allez, je vais être gentil avec lui, j'ai pas mis le nom de ce grand photographe parce que je vais montrer des petites choses qui seront quand même pas terribles. C'est un livre qu'on a vendu avec ce type de photo. Voilà, regardez, celle-ci, celle-ci. Alors, c'est un bouquin des années 80, je crois, hein, 70-80. Cette photo, vous savez ce que c'est, ça? Je vous laisse réfléchir quelques instants, je bois un coup, je me réhydrate les cordes vocales. Eh bien, c'est une étoile couronne d'épines. Cette couronne, cette étoile couronne d'épines, vous l'avez jamais vue comme ça en pleine eau. Alors, il devait avoir des bons gants quand même parce que quelqu'un a dû le détacher ou avec je ne sais pas quoi et la mettre en pleine eau pour prendre cette photo. Mais c'est encore une fois un comportement, voilà, comme cette dernière photo, ce sont des comportements qu'on ne peut plus avoir. Donc, les plongeurs veulent voir des poissons, c'est bien, encore faut-il les respecter. Donc voilà, pour le bleu indigo, j'ai introduit la notion de comportement dingo. Voilà. C'est une image du passé, je l'espère. Voilà, et on est plusieurs à l'espérer, parce que sinon, notre bleu horizon, ça existe aussi. Le bleu horizon, c'est un bleu très gris d'ailleurs, et dans certaines périodes, hein, vous savez qu'en Méditerranée, alors c'est une de mes photos que j'ai fait virer en gris. Hein, au départ, c'était une photo couleur. Voilà, l'horizon actuel maintenant il est parfois gris. Vous savez que le gris c'est pas une couleur qui porte à l'optimisme, hein. Donc ces proliférations d'algues filamenteuses, c'est pas un bon signe non plus pour la Méditerranée. Voilà. Alors nous plongeurs de la Fédé, eh bien nous sommes très incités à avoir ce qu'on appelle les éco-gestes, hein, les éco-gestes du plongeur responsable. Donc c'est une réflexion de la commission bio, cette commission qui est orientée vers la connaissance du milieu, vers le respect du milieu pendant la plongée, pour nous, plongeurs naturalistes, mais pour tous les autres plongeurs. Nous avons un label maintenant, hein, donc n'importe quel club peut rentrer dans une démarche pour montrer son envie de respecter le milieu, c'est ce qu'on appelle le label EcoSub. Tous les 3 ans, il y a aussi le trophée des activités subaquatiques responsables. Il y a un nouveau trophée qui est mis en œuvre maintenant. Et c'est une obligation légale, cette génération de trophées, cette édition du trophée, c'est le mot que je cherchais, cette édition du trophée est tournée vers une démarche que toutes les fédérations sportives doivent avoir maintenant, c'est l'adaptation de nos pratiques à l'évolution des changements climatiques. Voilà, il faut essayer d'y réfléchir et de faire le maximum de ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire évoluer le bleu le gris vers le bleu. À nous de faire évoluer tout ça. Alors, ben, cette connaissance, ces éléments de protection, parce que sur les fiches de risque, on essaye de dire parfois ce qu'il faut faire pour protéger les espèces, en tout cas pour ne pas leur nuire. Nous sommes partenaires du muséum, de l'INPN, je vous en parlais tout à l'heure, du patrimoine naturel, de l'Office français de la biodiversité. Vous savez qu'il y a aussi un bel outil de la fédération maintenant qui est Chromis, qui permet de faire des inventaires des espèces euh, à l'échelle du site de plongée. Voilà. Donc, la fédération est engagée dans ce comportement responsable de préservation des milieux naturels. Voilà. Et nous sommes partenaires du ministère, j'ai fait apparaître ça en bas à gauche, du ministère de la Transition écologique, et nous sommes partenaires engagés pour la nature. Voilà. Alors, de quelle manière agir? Eh bien, vous savez que quand on va voter, et quand il y a un seul scrutin d'ailleurs, la petite enveloppe, elle est bleue. Chacun est libre de ses choix, mais vous savez que toutes les personnes n'ont pas la même opinion. Il suffit de voir comment les députés votent les lois en fonction de certaines grandes orientations. Je pense aux pesticides, par exemple. Eh bien, renseignez-vous sur certains grands groupes et de quelle manière les gens votent, hein. Je désigne personne de manière nominative, mais simplement, ben voilà, si on se sent concerné par les pesticides, parce que les pesticides font des dégâts en mer. Il n'y a pas que ça, hein. La pêche, hein, de quelle manière va-t-on continuer la pêche? Eh bien voilà, vous avez la petite enveloppe bleue, et puis vous avez aussi la carte bleue. Voilà, cette fameuse carte bleue. Par vos achats, vous pouvez aussi agir. Voilà. Et je termine, hein, voilà, évitons les peurs bleues, avec mes petits jeux de mots de balle. Et comme ça, on ne se fera plus de bleu à l'âme. Merci pour votre attention ce soir et merci pour la protection que vous allez apporter maintenant pour le monde vivant. Merci Et Vincent. l'autre journée est terminée, voilà. Oui, oui, bah écoute, c'est super. Alors moi, je suis sûr que la visio est en route au moins jusqu'à 10 heures, mais ça va peut-être pas couper de manière raide, hein.
En tout cas, merci pour cette conférence. Je sais pas, j'ai pas vu de réflexion dans le chat, hein, mais on a quand même un petit moment pour quelques questions ou quelques commentaires. Je sais pas, hein. Là, c'est ouvert, hein. Donc, vous pouvez Voilà, ouais. mettre votre micro et poser les questions si vous le souhaitez. Quelqu'un a parlé des pyramides. Est-ce que Oui, c'est ça c'est quelqu'un moi. qui a plongé cette année? Alors, bah, c'est toi, oui. Oui, c'est moi. Oui. Ah oui. Tu l'as Oui, vu oui, quand la dernière fois, oui, le alors ton? c'était en septembre, là. Ah, c'est pas mal s'il était encore là en septembre, ouais. Oui, oui. Oui, oui, on l'a vu. Moi, je l'ai vu deux fois, hein. Ouais. Et assez bien. Oui, Mais parce que évidemment, je n'avais pas. on a le temps de le voir, mais comme bon, le jour où je l'ai vu, j'avais pas le bon objectif photo, l'eau était moyenne, donc j'ai pas fait de bonne photo. C'est pour ça que j'ai pris une photo sur Non, mais Doré. c'est sûr que des bêtes comme ça, bon, on aimerait bien en voir Bah plus voilà. souvent, de manière plus courante, hein. Mhm. Mhm. Bon, l'impact que l'humain a sur le milieu. Tu as beaucoup commenté le milieu subaquatique. Tu as dit aussi que le milieu terrestre c'était pareil, hein. Bah oui. Ces comportements, franchement, la cohabitation entre le monde animal et l'homme, voilà, ça remonte à des siècles et des siècles, des millénaires même, je pense. Ah oui. Et on n'a pas forcément toujours bien géré. Alors, est-ce qu'on sera plus sage? Est-ce qu'on est plus sage aujourd'hui? Je ne sais pas. J'espère en tout cas, mais bon, nous, chaque individu, bien sûr, peut agir. Voilà, Ouais. je ne sais pas s'il y a des questions. Non, apparemment non. Ou alors les micros, euh, si les micros, je pense que vous pouvez chacun peut les actionner, je suppose, hein. Mais bon, apparemment, Hop. il y a pas de questions, pas de commentaires. Bon, ah, non, non, ça pas bon. En tout cas, là, ah, petit point d'exclamation, je sais pas. Oui, juste sur les pyramides, c'était moi. Merci Anne-Marie. Mhm. Ah oui, voilà, mais c'est super, oui. Non, bah, Voilà. c'est une réflexion. Je pense que là, merci pour les commentaires. Je sais pas, n'hésitez pas à mettre vos micros, hein, si vous voulez intervenir. Il y a pas de souci. Tu vois, Vincent, la réflexion que tu as là, ça rebondit un petit peu ou ça résonne avec le, le droit des animaux, hein, pour lequel certains plaident, et notamment, il y avait une conte de Sarano là, durant le salon de la plongée, justement, sur Oui. est-ce qu'en termes juridiques, hein, on peut donner des droits aux animaux et voire même donner des droits à des choses, enfin des choses, ce qu'on appelle nous des choses, qui sont des espaces en fait, hein, l'océan voilà, c'est-à-dire que à partir du moment, c'est pour ne plus considérer justement, par exemple, les animaux comme des ressources simplement, hein, voilà, comme Oui, comme je sais qu'un un pays l'a fait. minéral ou Oui, voilà. un pays l'a fait, je ne sais plus lequel. Et en France, je ne crois pas qu'il y ait de reconnaissance, mais il existe le Parlement de Loire. Tu parlais d'un espace naturel. Eh bien, la Loire, c'est le dernier grand fleuve sauvage sur Oui. lequel il n'y a quasiment pas de barrage ou pas de barrage significativement très impactant. Et je sais qu'il y a, alors c'est peut-être des ONG hein, qui ont établi ce Parlement de Loire pour être le porte-parole de la nature. Et c'est une réflexion, entre autres, qui avait été élaborée notamment avec, quelqu'un va le dire à ma place si ça me revient pas, cette avocate qui a pris la défense des Bretons quand il y a eu des grands épisodes de marée noire. Alors quelqu'un va mettre son nom peut-être dans le chat. Et bah, cette idée que le monde vivant, le littoral, a une certaine valeur, a un droit à l'existence. Et elle a fait un peu de politique, d'ailleurs, je me souviens plus de son nom. Quelqu'un le retrouve, non? Et Personne. je l'ai pas moi, mais Personne le met dans le chat. Bon, ça commence à dater, hein. Maintenant, heureusement, il y a eu moins de marée noire, mais il y a eu une juriste qui a eu cette réflexion, effectivement. Voilà. Aussi, combien ça vaut un macareux? Combien vaut un macareux? Mhm. Voilà. Corinne Lepage, merci Ne Thierry pas, oui, bien Duboucher. sûr. Oui, Corinne oui, Lepage, oui, oui, merci bien sûr, oui. Thierry. Voilà. Ah, Bien. je voyais le C du prénom, mais j'ai oublié le reste. Oui, c'est Corinne Lepage. Ouais, ouais. Elle a une réflexion là-dessus. Ouais. Merci Thierry. Très Voilà. bien. Bon, eh bien, écoute, Vincent, on a passé une bonne soirée. En tout cas, perso, j'ai passé une bonne soirée.
Eh Euh, ben, merci de me l'avoir proposé. Puis on se retrouvera dans les causeries de la commission bio, hein. Vous savez qu'il y a une commission bio. Bon, on se retrouvera à d'autres occasions, puisque je suis ouvert à tout ce qui peut se faire dans le département, dans la région, et puis même plus largement, quoi. Voilà. Merci pour vos ok. petits mots. Voilà. Merci beaucoup, Bonjour. Vincent. La vidéo sera en ligne, hein. Très bien. Il y a un petit mot de quelqu'un? J'ai entendu une Oui, Non, voix. oui, c'est Augustine. Justine. Oui. Oui, je voulais juste te demander si tu avais déjà entendu parler de la fresque Océane. Oui, bien sûr. Ouais, J'en voilà, ai. parce que Alors, c'est un peu particulier mon rapport à la fresque Océane parce que j'ai beaucoup enseigné ça. Et puis, alors, voilà, petite anecdote. Quand j'arrive dans une ville, j'ai plus envie d'aller dans un musée de peinture que d'aller dans un musée de sciences naturelles parce que je sais que dans le musée d'histoire naturelle, j'aurais beaucoup moins de surprises, je pense. Et donc, il y a eu parfois des petites occasions à côté desquelles je suis passé, mais la semaine prochaine, je suis en réunion de la Commission nationale bio et il va y avoir un moment dédié à la fresque Océane. Donc, même si je l'ai entreaperçu jusqu'à présent, sans passer beaucoup de temps, je la connaîtrai bien mieux. Alors, il y a la fresque Océane. Il y en a deux. Il y a la fresque du climat. Je ne sais plus laquelle. Oui, oui, Peut-être oui, la oui. fresque du climat en premier et la Mm. fresque Océane. Donc, je vais passer du Oui, temps là-dessus. Ouais. Ah ouais. ils ont Et développé. Non, c'est juste qu'il y a beaucoup de réflexions que tu as amenées qui, justement, sont très liées, je trouve, justement, avec la fresque Océane. C'est un peu le même genre de réflexion sur les stocks de pêche, ce genre de choses. Et du coup, je trouvais que c'était assez lié. Et voilà, enfin, ça pose les mêmes réflexions, mais autrement, du coup, plus dans une présentation qu'autour d'une réflexion et d'un certain jeu d'organisation de cartes. Mais c'était, je trouve, enfin voilà, c'était juste, je me posais la question. dis-moi, Augustine, est-ce qu'on a déjà eu l'occasion de se rencontrer? Oui, je suis dans ton club. Oh purée. Ah, il y a du monde dans mon club, alors j'ai pas reconnu tout le monde. Ah, et dis donc, est-ce que Augustine, tu es au LSM, donc, c'est ça? Oui. ouais. Oui, ok. Donc, Dis-moi, tu... parce que ça pourrait faire l'objet d'une soirée avec la Oui, commission bio dans le cadre exactement. des causeries bio, ça. Je sais pas, je crois. Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai pas enfin, ça fait 10 ans que je suis à Lyon maintenant. J'ai pas l'impression que ça a déjà été fait dans une causerie bio. Ce serait un truc super, ça. Attends, mais est-ce que tu es animatrice? Parce qu'il y a des gens qui sont Non, animateurs. pas du tout. Ah, Non, je l'ai fait dans mon ancien club en Lorraine, mais je ouais. suis pas du tout animatrice. Donc non, je peux pas, faut pas se tourner vers moi, mais ça peut être très intéressant à faire par contre. Ah oui, le club. Ah oui, on a causé ensemble de la Lorraine ou peut-être de la base de plongée la base fédérale on a un chien. La La gravière du gravière du fort. fort, ouais, c'est ça, ouais. Je me souviens maintenant. Mm. Bah, c'est une réflexion, donc peut-être de trouver. Il y a peut-être quelqu'un. Mais quand tu dis que tu l'as fait, tu l'as pas animé, mais quelqu'un l'avait Non, non, non. proposé. Ouais. Oui, Oui, Et oui, oui, ben, je l'ai on fait. va chercher à Lyon. Il y a bien quelqu'un qui pourrait faire ça. Ça peut être une bonne idée, ça. oui, Merci oui. de nous y faire penser. Je sais Ouais. pas si Brigitte est avec nous ce soir, mais Anne-Marie Non, va elle n'est pas, m'aider à mais penser. Augustine, si tu as des velléités, n'hésite pas à contacter le CODEP et la commission bio, bien sûr, parce qu'on cherche à développer, sur la feuille de route, si tu veux, on aimerait bien qu'il y ait des animations autour de ça, un peu à l'image de la presse du climat, quoi. Donc, Ok. j'avais un contact avec une asso qui, justement, faisait ça, il faudra que je la retrouve, je l'ai plus en tête là maintenant. Mais c'est un peu sur Ouais, le même principe, encore une fois, hein. Donc, ouais. Ouais, ouais. Très bon prolongement Non, pour mais la présentation. Merci Augustine, ouais, c'est bien. de rien. J'espère que ça aboutira à quelque chose. Ah ouais, ouais, c'est pas tombé dans l'oreille Enfin, bon, les plongeurs ont des oreilles qui fatiguent un peu, mais je crois que je m'en souviendrai. Et il y en a d'autres qui vont m'aider à m'en souvenir. On est au moins trois, puisque je sais que j'ai vu Anne-Marie, enfin, parmi les gens, il y a peut-être d'autres personnes qui participent aux activités du Codep Bio 69, mais il y a toi aussi, Claude, qui est là régulièrement. Donc, oui, enfin, moi, je suis juste plongeur bio, hein. Mais il y a Simon qui est là aussi, je vois. ah, Simon est là Ah, ce soir. Ah bah, c'est ce soir aussi. voilà. Eh Sandrine, bien ben, sûr. eh ben oui, Sandrine, j'ai vu le prénom de Sandrine, je supposais que c'était elle Voilà. aussi. Eh ben, c'est tout bon, ça, c'est bien. On Ah va oui, on va trouver faire de quelqu'un. l'animation. Ouais, super. Ok, ben voilà, des projets, ça sort. Très Bien, c'est bien. fait pour. Ouais. Bon, eh ben, merci beaucoup encore Vincent, merci à tout le monde. Et puis, bonne soirée et bon week-end à vous tous. Merci, Merci, Claude, et bonne puis soirée. merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez. Donc Vincent, ça sera en ligne, hein. Ouais, Alors, je sais ok. pas encore le processus pour le mettre en ligne, je ne sais pas exactement, il faudra que je vois. Mais bon, on va faire le nécessaire. Écoute, Ok. merci, hein.
Pas de Et c'était rien. vraiment sympa et vraiment, tu vois, quand c'est, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a encore l'enregistrement. Je vais couper l'enregistrement peut-être Mhm. parce que alors attends, comment je fais pour couper J'ai l'enregistrement? oublié, souvent je demande, j'ai oublié de vérifier le timing. Ah bah tiens, oh bah tu pourras le voir toi avec l'enregistrement. J'aime bien noter, parce que je note à chaque fois le nombre de diapos, tous ces trucs-là, et le timing. Ah ben entre le début et la fin, tu pourras me le dire alors. Ouais. Deux. Bah Ah, le temps? ah oui, après tout, tu l'as sous les yeux là peut-être, non? Je sais pas.